va pas chercher à s'incruster dans le paysage, on va chercher à dominer le paysage. Ce grand siècle, c'est le siècle de Racine, de Mansart, de La Fontaine, il faut le rappeler, de Molière, de Poussin, de Madame de Sévigné, de Pascal, de Lenôtre. Bref, c'est un siècle d'une profusion des arts qui sont portés à leur paroxysme dans cette recherche esthétique et morale. Quelles vont être les différences entre jardin à l'italienne et jardin à la française? Ça, il faut le comprendre pour voir aussi quelle va être la rupture et quelles vont être les spécificités de ces jardins. Et ce monde-là accoucha de toutes sortes de génies, mais il y en a un en particulier qui nous intéresse, et peut-être que vous soupçonnez déjà son nom, évidemment, il s'agit... Bonjour à tous. J'ai longtemps hésité sur le sujet à traiter pour ce premier épisode, tout simplement parce que je suis actuellement en région parisienne, et autant vous dire que la région parisienne, eh bien, c'est le cœur nucléaire de la France. Donc voilà, que l'on aime ou qu'on déteste Paris, la France c'est un pays centralisé, qui concentre le pouvoir évidemment, avec ses ministères, avec les différentes fonctions qui s'y retrouvent, qui concentre également l'activité économique, qui concentre l'activité culturelle, même d'ailleurs toutes les routes mènent à Paris, et d'ailleurs c'est assez drôle, si vous devez prendre un train de Lyon à Bordeaux, inévitablement vous passez par Paris, ce qui est tout de même curieux. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, voilà, moi à titre personnel, je ne suis pas nécessairement un grand admirateur de la capitale, mais bon, il faut bien le reconnaître, Paris, c'est une ville absolument incroyable. Vous avez tout un ensemble de monuments qui font vraiment la renommée non seulement de Paris, mais aussi de la France. Vous avez également tout un ensemble de personnages qui gravitent autour de l'histoire de ces monuments, qui soit les ont construits, soit symbolisent ces différentes périodes. Et donc, il y a énormément de sujets à aborder. Et voilà, ça a été effectivement ma difficulté pour ce premier épisode, c'était tout simplement quel sujet aborder. Alors évidemment, il y a plusieurs choses qui viennent en tête quand on pense à Paris. J'aurais pu tout simplement commencer par parler du Louvre. Le Louvre, c'est très intéressant parce que vous le voyez même au niveau de sa construction, c'est un édifice qui s'étale comme ça dans le temps, avec cette sorte de ligne droite que l'on peut suivre pratiquement d'un point de vue temporel. Vous voyez les fondations qui ont été posées au Moyen-Âge, vous voyez les décors Renaissance, les façades classiques, les aménagements modernes qui ont été faits, et puis vous voyez également la pyramide du Louvre, qui est l'ajout le plus contemporain et qui trône au milieu de cet édifice. Et donc, effectivement, le Louvre aurait pu constituer, pour ce premier épisode, une métaphore qui est tout à fait adaptée à ce podcast, à son esprit, c'est-à-dire un esprit où on essaie d'insuffler justement une sorte de continuité par rapport à notre histoire, à notre culture. J'aurais pu également parler du château de Versailles, parce que tout simplement, Versailles, voilà, c'est le plus grand, le plus beau, le plus vaste château de France. Et pour un podcast qui s'appelle Le Château, ça aurait été bienvenu évidemment de commencer pour un premier épisode avec le château de Versailles. Il y avait dans ce monument de quoi y puiser tout un ensemble d'anecdotes, tout un ensemble de symboles justement sur lesquels on aurait pu s'appuyer pour aller plus loin. J'aurais pu également parler de monuments plus contemporains, par exemple la Tour Eiffel. Voilà, ça c'est vraiment un édifice déjà qui est connu et reconnu à travers le monde. Vous en retrouvez d'ailleurs des reproductions un peu partout. Mais bon, ça réduisait aussi un peu la France à un cliché touristique, et ça occultait aussi beaucoup de choses de ce que le pays avait fait par le passé. Mais enfin, pourquoi pas, un jour on parlera peut-être de la Tour Eiffel. Quoi qu'il en soit, je réfléchissais à tout cela, et je me suis dit, mais plutôt que de parler d'un monument de Paris en particulier, ou même un monument de l'Île-de-France en particulier, pourquoi pas plutôt traiter de ce qui donne une unité à cette vaste collection d'édifices. Parce que, vous le savez peut-être, il y a en France plus de 45 000 monuments protégés au titre des monuments historiques. Donc c'est considérable, et ça c'est sans compter en plus toutes les innombrables bâtisses en tout genre, les
les petites églises, les corps de ferme, les petits palais, les manoirs, etc., qui sont à travers notre pays, et qui constituent cependant des pièces importantes de notre patrimoine. Donc vous avez ce vaste parc patrimonial, et voilà, qu'est-ce qui peut donner cette unité à cet ensemble? Eh bien, je crois que ce qui fait l'unité de tous ces monuments, en tout cas d'une grande partie d'entre eux, ce sont leurs jardins, et en particulier ce qu'on appelle les jardins à la française. Alors, évidemment, il faut tout de suite définir de quoi l'on parle. Ça, c'est important, c'est pratiquement académique, mais c'est un incontournable. Que sont les jardins à la française? Eh bien, il y a différentes caractéristiques. Vous avez évidemment la prépondérance de la symétrie. Vous avez comme ça, des lignes qui sont matérialisées par de belles allées. Vous avez de larges perspectives qui peuvent d'ailleurs être des trompe-l'œil, c'est-à-dire qu'au début de l'allée est relativement étroite et la fin de l'allée est très large. Ce qui fait qu'en fait, on a l'impression que l'allée est relativement proche alors qu'en fait, elle peut s'étendre sur plusieurs kilomètres. Vous avez également des jardins en terrasse, vous avez des pelouses et des buis en quantité, et donc ces buis-là, qui sont très typiques des jardins à la française, et ben ça va permettre aux jardiniers d'exercer ce qu'on appelle l'art topiaire. L'art topiaire, c'est l'art de tailler les buis pour leur donner des formes variées. Alors ça peut être des formes très classiques, comme des cubes, mais ça peut évidemment aller dans des choses beaucoup, beaucoup plus artistiques. Dans ces jardins à la française, vous avez également beaucoup de statues qui sont généralement inspirées de modèles antiques. On va voir pourquoi. Vous avez également des fontaines, des jeux d'eau. Voilà, grosso modo, voilà à peu près à quoi ressemble un jardin à la française. Et évidemment, on va plonger plus en profondeur à mesure que l'on traite de ce sujet. Quand on parle des jardins à la française, il y a pratiquement deux camps qui se détachent. Vous avez évidemment les enthousiastes fervents, dont je fais partie, ça c'est inutile de vous le dire, les gens qui voient toute la beauté, tout un ordre qui est construit, et vous avez également des personnes qui ne trouvent pas d'intérêt particulier, voire même qui émettent une vive critique envers les jardins à la française, parce que ce serait un style qui est trop rigide, qui est trop ordonné, qui ne laisse pas de place à la fantaisie, ou très rarement, et même, on peut le dire, ils trouvent cela un peu ennuyeux. Eh bien, justement, dans cet épisode, je vais tâcher de vous parler des origines des jardins à la française, de leur histoire, de la philosophie qui sous-tend ce mouvement artistique, parce que ça, c'est quelque chose de très ancré, c'est pas quelque chose qui est hors sol, justement, ce serait dommage pour un jardin. et évidemment, qu'est-ce que cette philosophie, qu'est-ce que ces jardins disent aussi de notre époque. Et voilà, et bien j'espère qu'en tout cas, après ces petites explications, vous aussi, vous deviendrez de fervents adeptes de ce jardin à la française, et pourquoi pas de voir une reséance de ce style. Alors, commençons. Qu'est-ce qu'il y avait en France déjà avant les jardins à la française? Il faut le dire, il y avait souvent pas grand-chose. C'est-à-dire que avant le jardin à la française, avant la Renaissance, eh bien, vous aviez une concentration de population à l'intérieur des remparts, pour des raisons sécuritaires évidemment, et donc vous aviez peu de place. Et on trouvait évidemment de temps en temps des petits jardins d'agrément avec des proportions relativement modestes, il faut le dire, et qui relèvent plus du potager que d'un véritable jardin comme on l'entend au sens de jardin d'agrément aujourd'hui, donc un jardin pour le plaisir. Ça avait souvent une fonction, puisqu'il fallait optimiser la place et faire en sorte que cette place soit utilisée et ait une utilité. Très important. On le retrouve donc dans les édifices religieux, c'est-à-dire que le jardin constitue souvent, dans les monastères par exemple, le cœur d'un cloître. Pourquoi ? Parce que c'est le symbole d'un paradis perdu, mais aussi d'un paradis à venir, d'un paradis que l'on va essayer d'aller chercher. Et donc, dans ce style de jardin religieux, évidemment pour des raisons symboliques, on va déjà trouver les prémices d'une organisation, d'un aménagement qui est destiné à façonner la nature,
mais en raison de son enfermement, là aussi pour des raisons symboliques. Je vous rappelle que le paradis, ça vient du perse paradeisa, qui désigne un jardin clos. Et donc on retrouve évidemment cette idée de jardin clos qui symbolise le paradis. Et malheureusement, ça permet déjà pas à grand monde de pouvoir avoir accès à ce jardin, mais en plus, ce jardin ne peut pas offrir de perspective, il n'y a pas d'ouverture sur le reste du monde. Évidemment, avec la Renaissance, tout cela va changer, parce que c'est la Renaissance qui va justement permettre l'ouverture des jardins sur le monde, et on va dire son épanouissement en dehors de ce monde de pierre, hein, de ce monde très minéral. Évidemment, la Renaissance, c'est pas un changement qui est circonscrit à l'art des jardins, il s'étend bien au-delà, et il va voilà, trouver un essor dans tout un ensemble de disciplines, et même d'un point de vue politique, hein, ça va avoir des influences très profondes. Ce mouvement, vous le savez, parce qu'on l'a tous étudié à l'école, eh bien, ce mouvement nous vient d'Italie. La Renaissance, elle a fait son entrée en France via ce qu'on appelle les guerres d'Italie. Donc c'est tout un ensemble de conflits qui ont eu lieu à partir de la fin du 15e et principalement au début du 16e. Et donc vous avez ces guerres d'Italie qui ont été menées principalement par Charles VIII et François Ier, pour défendre certains intérêts face à d'autres puissances européennes. Vous savez que le nord de l'Italie était convoité par différents grands royaumes ou différentes grandes puissances, parce que c'est un endroit qui est assez stratégique pour contrôler ensuite le reste de la botte, mais aussi pour contrôler le sud de l'Europe. Et donc ces souverains et ces nobles français qui vont s'aventurer en Italie, ils vont être considérablement, profondément marqués par l'avancement artistique de l'Italie du XVe siècle, et notamment par l'ancêtre du jardin à la française, qui est, vous l'aurez compris, le jardin à l'italienne. On attribue l'invention de ce jardin à l'italienne au Florentin Niccolò Tribolo, qui était un moine, je crois, et qui va s'inspirer, comme pour la plupart des mouvements renaissantistes, des décors de l'Antiquité grecque et romaine, pour réaliser des décors qui vont refléter un certain ordre ouvert sur le monde, à l'image de toute la philosophie humaniste, on va dire. Et donc il faut imaginer ces décors qui tranchent considérablement avec ce qui se faisait au Moyen-Âge. Et vous avez ces décors qui reflètent pratiquement une nature paradisiaque, vraiment beaucoup plus prospère, florissante, c'est le cas de le dire. Ces décors qui vont trancher avec l'austérité qui régnait jusqu'alors. Et ces décors, évidemment, vont marquer l'imagination des Français, parce que les Français, je crois, c'est vraiment une des caractéristiques de notre population, c'est d'avoir cette imagination qui est rapidement marquée et qui voit tout de suite quel genre de délire on pourrait imaginer, quel genre de prolongement incroyable et fantasque on pourrait créer. La France, quand elle voit ça, et ses souverains, quand ils voient ça, il faut le rappeler, c'est quand même une puissance politique renaissante, et pas seulement en termes de renaissance, mais même d'un point de vue politique. On est au début du XVIe, vous avez quelques dizaines d'années plus tôt, vous aviez les Anglais qui assiégeaient Orléans. Vous aviez le royaume de France qui était complètement exsangue et qui n'avait pour ainsi dire même pas de roi. On est à l'époque de Jeanne d'Arc, il a fallu amener le dauphin à Reims pour qu'il se fasse couronner. Donc la France reprend une véritable puissance politique, et évidemment, dans le politique, il n'y a pas que la puissance des armes ou la puissance économique qui compte, vous avez aussi tout un ensemble symbolique. Et la France, en tout cas c'est le désir de Charles VIII, doit se doter de ces merveilles, de ces beautés que constituent les jardins, pour, encore une fois, marquer cette puissance. Et donc Charles VIII, quand il va rentrer d'Italie, donc à la fin du XVe siècle,
eh bien, il va rentrer dans sa forteresse d'Amboise. Alors Amboise, évidemment, je vous invite à y aller, c'est un endroit incroyable. Vous avez cette forteresse qui est sur une sorte de piton rocheux qui surplombe comme ça toute la vallée de la Loire, c'est absolument incroyable. Et donc, dans cette forteresse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va construire le premier jardin à l'italienne de France. Alors ça va être un chantier absolument considérable, hein. Et puis surtout, c'est un chantier audacieux, parce que ça voulait dire de prendre de la place dans cette forteresse pour y mettre un jardin, quelque chose qui n'a pas nécessairement de fonction utilitaire. Donc c'est aussi une manière de montrer une certaine richesse, c'est-à-dire nous on peut se permettre d'avoir un jardin qui soit protégé par des remparts. Et donc justement ces remparts, il va les percer, il va percer les murailles et ça va permettre de dégager la vue sur ce paysage dont je vous parlais, ce paysage somptueux sur la vallée de la Loire. On va pouvoir le dominer depuis cette terrasse, on va pouvoir à la fois profiter de ces jardins, mais aussi dans l'esprit des jardins italiens, on va pouvoir avoir comme ça un prolongement entre le jardin et le paysage qui l'entoure, une sorte d'harmonie. Ça, c'est vraiment un des points essentiels des jardins à l'italienne, mais également dans leur prolongement des jardins à la française, c'est l'harmonie, la recherche d'une harmonie. Ce premier chantier, c'est une véritable réussite. Et encore aujourd'hui, vous pouvez aller visiter ce jardin d'Amboise. Alors évidemment, il a été considérablement modifié. Je crois qu'aujourd'hui, les jardins que l'on y retrouve, ils datent de Louis-Philippe. Mais enfin, voilà, ça peut vous donner un peu une idée de ce à quoi ça ressemble et de quelle était l'idée derrière, quelle visée on poursuivait et quel changement ça induit par rapport au Moyen-Âge. C'est aussi, je crois que c'est important dans le style français, c'est cette association qui va se faire à cette époque entre le minéral et le végétal. Et c'est ça qui va faire, je crois, au-delà d'ailleurs d'Amboise, cette renommée des jardins de la Loire. Ça me semble véritablement important. Alors, si on va dire, considérant cela, les voisins d'Amboise évidemment vont vouloir se procurer de tels jardins. Et donc vous avez comme ça tout au long du XVIe siècle d'autres jardins d'autres châteaux qui vont s'habiller de magnifiques jardins. Alors voilà, ces jardins-là, ils vont, je le disais, avoir différentes fonctions. Il y a le plaisir, évidemment, hein, le plaisir de pouvoir se promener dans un espace qui ressemble à la nature, mais qui n'est pas elle, c'est-à-dire vous n'avez pas le risque de voir un loup ou un ours débouler en plein milieu de votre pique-nique, hein, grosso modo. c'est un peu l'idée. Donc vous avez cette nature qui est déjà un petit peu maîtrisée, un petit peu sécurisée. Vous avez aussi, on en a parlé, le prestige, donc c'est une affaire aussi politique, hein, c'est pour montrer qu'on est capable d'avoir ces espaces-là, on est capable de les entretenir parce que ça coûte de l'argent, et on est capable aussi de montrer à des visiteurs, hein, qui viendraient à la cour, eh bien, que le royaume de France a un certain goût, a une recherche esthétique, et que cette recherche esthétique, évidemment, va refléter la puissance du royaume dans son ensemble. Il y a une autre fonction que l'on a tendance à oublier dans ces jardins, parce qu'il faut se remettre quand même dans le contexte de l'époque, c'est que ça va permettre d'améliorer considérablement les conditions sanitaires. Parce que à l'époque, évidemment, la France, elle va mener une véritable conquête sur la nature. Aujourd'hui, voilà, hein, si vous vivez à côté d'un marécage, bon, c'est pas génial, vous avez des petits moustiques en été quand vous faites votre barbecue, mais bon, ça porte pas nécessairement à conséquence. À l'époque, des marécages, ça peut littéralement vous coûter la vie. C'est la raison pour laquelle, voilà, jusqu'au 19e siècle, donc relativement tardivement, le 19e siècle, c'était il y a pas très longtemps finalement, le paludisme a fait des ravages dans ces différents châteaux, souvent dans les châteaux évidemment où ces jardins étaient mal entretenus ou mal aménagés. Et donc, pour en témoigner, il faut lire cette lettre du maréchal de Saxe qui est datée de 1749. Le maréchal, il faut le rappeler, avait reçu le château de Chambord,
que vous connaissez certainement, en récompense de ses services. Et donc il adresse cette lettre au service des bâtiments du roi. Chambord est un hôpital, monsieur. J'ai plus de 300 malades, beaucoup de morts, et le reste a des visages de déterrés. L'endroit est aussi malsain que le lac de Mantoue. Il est nécessaire, monsieur, que vous preniez des mesures là-dessus. Donc voilà, on imagine, vous imaginez 300 malades, des morts. Bon, aujourd'hui, c'est pas imaginable, hein, c'est pas une situation tenable. Donc là, il y avait véritablement un enjeu sanitaire pour ces jardins. Et donc, voilà, vous avez cette combinaison à la fois politique, esthétique, sanitaire qui va faire que l'on va aménager comme ça un nombre grandissant de châteaux pour qu'ils puissent avoir leur jardin, pour qu'ils puissent être dans un environnement un peu plus sain. Et donc, c'est là qu'on va retrouver le frémissement de cet art français du jardin. C'est là où on va avoir peu à peu différentes techniques qui vont être développées, différentes caractéristiques. Les choses vont se structurer peu à peu et les jardins, à mesure que le royaume devient aussi de plus en plus puissant, que les frontières vont avoir tendance à se pacifier, hein, on a de moins en moins de guerres internes, on va dire, eh bien, ces jardins vont devenir de plus en plus vastes, vous avez des décors qui sont de plus en plus fins, de plus en plus riches, les travaux qu'on va mener pour aménager ces jardins vont être de plus en plus audacieux, et donc, au fur et à mesure, ces jardins vont développer des caractéristiques qui sont propres à la France, et on va véritablement s'émanciper de ce qu'on appelle les jardins à l'italienne, tout en conservant évidemment cet héritage qui nous vient des Alpes, d'au-delà des Alpes plutôt. Alors en particulier, quelles vont être les différences entre jardin à l'italienne et jardin à la française? Ça, il faut le comprendre pour voir aussi quelle est la rupture et quelles vont être les spécificités de ces jardins. Déjà, le jardin à la française, par rapport au jardin à l'italienne, il va être marqué par un axe central. C'est quelque chose que vous retrouvez partout, y compris sur des châteaux comme par exemple Chantilly où vous n'avez pas d'axe central. C'est-à-dire que, on le verra plus tard, mais le nôtre, quand il a construit le jardin de Chantilly, le château de Chantilly étant un ancien château médiéval qui ne présente pas justement cette symétrie caractéristique des châteaux 18e, eh bien le nôtre va créer un axe qui est décalé, mais il va recréer comme ça cet axe central. Ça, c'est la caractéristique majeure des jardins à la française, que l'on retrouve partout. De même, les jardins à l'italienne épousent plutôt le terrain, voilà, ils s'incrustent dans le paysage, vous avez des éléments vallonnés, etc. comme ça, et finalement ils vont se poser un petit peu au milieu de cet écrin de verdure. Le jardin à la française, c'est pas du tout la même philosophie, hein. On va pas chercher à s'incruster dans le paysage, on va chercher à dominer le paysage. C'est-à-dire que on va tracer des perspectives qui vont s'inscrire jusqu'à l'horizon. Généralement, alors vous le voyez ça au château de Vaux-le-Vicomte, par exemple, vous avez l'axe du château qui va déboucher à travers les bois, et comme ça, ça va littéralement jusqu'au ciel, hein. Vous avez cet axe-là qui permet de marquer la symétrie de l'ensemble du château, de l'ensemble de cette œuvre. Pareil, évidemment, à Versailles, avec l'axe, avec le grand canal. Donc voilà, vous voyez de quoi on parle. Ce désir de domination propre à l'esprit français, eh bien, ça va amener justement, et c'est vraiment la caractéristique aussi là, des jardins à la française par rapport aux jardins à l'italienne, c'est que ça va amener à procéder à de vastes travaux de terrassement qui vont permettre d'assécher les marais, de détourner des rivières, d'aplanir des surfaces, ou au contraire d'accentuer les dénivelés, hein, de créer des terrasses comme ça qui vont permettre vraiment d'avoir une harmonie et une beauté. Évidemment, il faut comprendre ce développement des jardins à la française dans un contexte plus large. J'en parlais, hein, il y a la pacification du territoire. Bon, alors à relativiser, hein, parce que à cette époque, la 16e, vous avez le début, et même d'ailleurs complètement les guerres de religion. Et un peu plus tard, au 17e, vous avez la Fronde. Donc voilà, ce sont des conflits qui ont lieu sur notre territoire qui vont être assez meurtriers.
Mais bon, quand même, on n'a plus des grandes invasions ou au contraire plutôt des guerres de féodalité qui sont constantes, donc on a la capacité à avoir des territoires qui sont pacifiés et qui ne sont pas constamment ravagés. Vous avez également un développement économique qui se met peu à peu en marche. Vous avez la centralisation du pouvoir qui va donner au roi des moyens beaucoup plus conséquents. Vous avez le développement du mécénat, justement, au travers du développement des moyens royaux, qui vont permettre d'aider les artistes et qui va amener à l'avènement d'un véritable écosystème où vont se produire des interactions tout à fait fécondes pour le royaume. Donc avec ces différents artistes qui vont se retrouver dans les cours, qui vont échanger, qui vont travailler leur art. On va avoir tous ces éléments qui se mettent en place petit à petit. Et j'en arrive au point vraiment le plus important à comprendre pour ce podcast, pour cet épisode, c'est que le secret que renferment les jardins à la française, c'est qu'il ne s'agit pas que d'une affaire de jardinage. En fait, le jardin à la française, c'est la surface visible d'un univers multidimensionnel qui est complexe et profond, et dont chaque couche qu'on va avoir dans cette profondeur va donner à l'ensemble, donc à la surface visible, une certaine force et une certaine beauté. Et donc, évidemment, on en a parlé, il y a une couche politique dans ces jardins, il y a aussi une couche esthétique, une couche sanitaire, tout cela on l'a vu, mais au-delà de ça, vous avez une couche horticole, c'est-à-dire la maîtrise de la culture des fleurs, vous avez une couche sylvicole, la maîtrise de la culture des arbres, donc on va chercher à maîtriser tout cela pour avoir cette harmonie, et une harmonie d'ailleurs qui n'est pas seulement à un moment T, mais aussi qui va pouvoir se déployer au travers des saisons, parce qu'évidemment tout ça va bouger avec les saisons, donc il faut arriver à maîtriser l'évolution des fleurs les unes par rapport aux autres, pour que le jardin soit relativement beau tout au long de l'année. Ça, c'est un véritable défi. Au-delà de ça, eh bien, vous avez des techniques de terrassement qui vont être maîtrisées, vous avez l'hydraulique aussi pour les jeux d'eau, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on se dit oui, bon d'accord, il y a un petit peu de tuyaux, bon c'est pas non plus, on va pas terminer sur la lune avec ça. Pourtant, pour l'époque, il faut quand même rappeler que c'était une véritable prouesse. Bon, je vous renvoie, si vous voulez aller voir à la machine de Marly, allez voir de quoi il s'agit. Ce sont des travaux absolument considérables pour l'époque et surtout qui témoignent d'une maîtrise technologique très avancée. Vous avez également, on en a parlé légèrement, la maîtrise de la géométrie, la maîtrise de l'optique avec des trompe-l'œil, avec des effets qui vont permettre soit de raccourcir le jardin artificiellement, soit au contraire de lui donner une certaine longueur. Donc voilà, tout ça fait que toutes ces différentes dimensions, ça va permettre aux visiteurs, au travers de son expérience, d'avoir un véritable sentiment de transcendance, d'avoir un véritable sentiment de beauté au travers de cette recherche de perfection. Et donc là, vous comprenez déjà que cette beauté, la beauté de ces jardins à la française, d'une part, ne doit rien au hasard, mais surtout, elle ne peut pas être appréciée à sa juste valeur si on ne prend pas le temps de la découvrir, de la comprendre. Et voilà pourquoi, je pense, il y a beaucoup de gens qui trouvent que les jardins à la française sont ennuyeux ou sans intérêt. C'est un peu comme servir un Gevrey Chambertin, un grand vin, à un buveur de coca. Qu'est-ce que vous voulez que le buveur de coca comprenne aux différentes nuances, aux différentes techniques, à l'intérêt que peut présenter un grand vin? Et surtout, qu'est-ce qui peut justifier son prix? Ça, on pourrait le développer longuement. C'est un sujet qui est vraiment au cœur de différents esprits qui s'opposent en France. Voilà pourquoi donc je voulais parler de ces jardins à la française. Et c'est parce qu'ils illustrent parfaitement cette recherche de profondeur que je veux promouvoir au travers de ce podcast, c'est-à-dire une profondeur qui se limite pas à ce champ esthétique, mais qui va nous permettre de nous reconnecter intégralement avec notre pays et nos racines, donc au travers de ces différentes dimensions, et de comprendre que toute cette complexité
encore une fois, ne doit rien au hasard et que c'est quelque chose avec lequel on doit pouvoir renouer pour pouvoir, plus tard, refaire des choses qui sont à ce niveau-là et qui sont à ce niveau de perfection. Mais reprenons. Je disais que la France, à mesure donc qu'elle se développait, elle voyait croître en son sein un véritable écosystème de penseurs, d'artistes, de mécènes, de techniciens, voilà, de toutes sortes de personnages qui étaient animés par l'envie de bâtir. Et ce monde-là accoucha de toutes sortes de génies, hein, on va en parler évidemment, mais il y en a un en particulier qui nous intéresse, et peut-être que vous soupçonnez déjà son nom, évidemment, il s'agit d'André Le Nôtre. L'histoire familiale de Le Nôtre, c'est vraiment une histoire qui se confond avec celle des Jardins à la Française. Parce que, côté paternel déjà, son grand-père était le jardinier des Tuileries, s'il vous plaît. Hein, les Tuileries à l'époque, c'est vraiment le centre du pouvoir royal. Hein, c'est le Louvre, hein, c'est Paris. Et évidemment, cette charge, il réussit à la transmettre à son fils, hein, donc le père d'André Le Nôtre. Et également, côté maternel, vous avez le grand-père d'André Le Nôtre qui était maître jardinier au Faubourg Saint-Honoré. Donc un poste un peu plus modeste, mais quand même toujours rattaché à cette notion de jardinage, à cette notion de paysagerie. Également, son parrain, qui était André Bérard de Maisoncelles, eh bien, ce parrain était contrôleur général des jardins sous Henri IV, puis Louis XIII. Donc, contrôleur général, là, on est à un niveau, je pense que ça doit être l'équivalent de un haut fonctionnaire, mais ça doit être l'équivalent de peut-être secrétaire général ou quelque chose comme ça aujourd'hui. Donc, vous voyez, hein, on est au niveau ministériel. Hein. Sa marraine, alors la marraine d'André Le Nôtre, avait également épousé un jardinier d'importance qui s'appelait Claude Mollet. Donc autant vous dire que pour le jeune André, il pouvait difficilement échapper à son destin. Hein, voilà, et ça c'est vraiment quelque chose qui est fascinant. C'est-à-dire que il y a toute une logique libérale, voire libertaire, qui nous amènerait à penser ah là là, le pauvre, c'est vraiment une contrainte insupportable. Il fallait qu'il devienne jardinier parce que toute sa famille était jardinier et donc c'était vraiment voilà, un fardeau, une contrainte, il ne pouvait pas faire autre chose. Et c'est vrai que c'est important, hein, la liberté de l'individu. Mais d'un autre côté, est-ce que vous pensez vraiment que André Le Nôtre aurait pu devenir ce qu'il a été s'il n'avait pas bénéficié d'un tel environnement familial ? Moi, je ne le pense pas. Et c'est vrai que quand on regarde les destins de certains grands hommes, évidemment, la famille dont ils sont issus va avoir une influence considérable sur la suite de leur parcours. Vous avez également hein, d'autres types de personnages qui arrivent à s'affranchir de cela, et justement, ça constitue pour eux une force. Mais d'un point de vue plus général pour la société, sans parler des grands hommes, le fait d'être issu d'un parcours familial, d'être issu d'une famille qui a une certaine spécialisation dans la société, je trouve ça assez intéressant. Ça pourrait être développé, effectivement. On va pas le faire ici parce que ça nous emmènerait un peu loin, mais bon. Donc voilà, pour revenir sur notre cher personnage, André Le Nôtre, évidemment, son héritage, hein, l'héritage qu'il va recevoir de ses pères, ne se limite pas au cercle familial. Il faut rappeler qu'il va devenir l'élève du peintre Simon Vouet dès 1620. Alors, Simon Vouet, je pense qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous, moi-même d'ailleurs en faisant ce podcast, hein, en le préparant, je ne savais pas du tout qui c'était. Bon, à l'époque, c'était quand même l'un des plus illustres personnages, peintres du XVIIe siècle, donc un personnage considérable. C'est d'ailleurs intéressant de souligner qu'André Le Nôtre commence sa carrière auprès d'un peintre. Ça va en dire long sur la suite de son parcours et de la manière dont ça va influencer son art. Et d'ailleurs, autre influence intéressante, il va étudier l'architecture. Parce que à l'époque, le jardinage est vraiment considéré comme un prolongement de l'architecture.
parce que peut-être en raison justement de ces vastes travaux de terrassement. Donc il va étudier l'architecture, alors pas auprès d'un personnage lambda, simplement auprès de François Mansart. Là aussi, s'il vous plaît, quand même, François Mansart, grand nom du XVIIe siècle français. Il va également étudier la sculpture auprès de Louis le Rambert. Bon, là, je vous avoue, ça ne me dit rien, mais j'imagine que là aussi, ça doit être un personnage assez considérable dans tout ce qui est sculpture, dans cet art qui va être fondamental pour la beauté des jardins à la française. Donc voilà, ce personnage, André Le Nôtre, eh bien, il est plongé dans un véritable bouillon de culture duquel il va s'abreuver et duquel il va pouvoir tirer le meilleur, parce qu'on est dans un esprit de perfectionnement, de recherche de l'excellence, et ça va permettre de tirer tous ces personnages vers le haut et de faire en sorte qu'ils vont pouvoir accomplir toutes ces œuvres qui marquent encore aujourd'hui notre paysage et qui nous marquent toujours nous, en tant que descendants de ces gens-là. Donc il va évidemment se former auprès des plus grands, il va travailler pour les plus grands et il va aussi côtoyer les plus grands dans tous les domaines, parce qu'évidemment quand vous êtes jardinier à la cour, eh bien, vous êtes amené à côtoyer tous les grands artistes, les courtisans, la famille royale, etc. Donc tout ça, c'est tout un microcosme qui fait que ces gens-là vont se tirer vers le haut. Vous savez, on dit aujourd'hui, là, on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Vous imaginez quand vous êtes dans ce genre d'environnement, enfin c'est incroyable. Donc voilà, on a cet André Le Nôtre qui est en train de se développer, mais il va lui manquer quand même deux choses pour réaliser la grande œuvre à laquelle il aspire. C'est d'une part une volonté politique d'aller vraiment dans cet art du jardin, d'en faire un axe central, et également des moyens financiers importants, parce que ces jardins, c'est vrai que quand on le regarde comme ça, une fois qu'ils sont terminés, on se dit mais bon, oui, ok, d'accord, il suffit de planter 2-3 trucs, on fait des alignements, là on fait un cordeau et puis ça va. Non, c'est vraiment c'est considérable, ce sont des moyens financiers extrêmement importants, surtout à une époque, vous n'avez pas de bulldozer, il faut quand même le rappeler. Donc pendant près de 40 ans, vous avez André Le Nôtre qui va exercer ses talents au travers de différentes réalisations. Ça va lui permettre évidemment d'améliorer ses techniques et puis de porter peu à peu le jardinage à un véritable art. Et il va réaliser notamment la restauration des châteaux de Fontainebleau, de Meudon, de Saint-Cloud. Et à 43 ans, donc en 1656, il va dessiner les jardins du château de Vaux-le-Vicomte, qui appartenait au surintendant du roi, Nicolas Fouquet. Et là, c'est vraiment l'apothéose pour André Le Nôtre, il va vraiment être au sommet de son art. Il va collaborer notamment avec des architectes d'importance comme Louis Levaux. Il va collaborer également avec le peintre Charles Lebrun pour réaliser ce magnifique jardin de Vaux-le-Vicomte qui est vraiment une prouesse pour l'époque. Il faut le dire, c'est vraiment l'un des grands modèles des jardins à la française. On va le voir qui va comme ça renverser certaines perspectives pour rapprocher ce qui est loin et donner justement un sentiment de proximité à ce jardin pour inviter les personnages de la cour de Nicolas Fouquet à aller se promener comme ça et à pouvoir apprécier les différents bosquets. Il va également truffer le parc de nombreuses perspectives avec ces différentes allées comme ça qui vont permettre de mettre en valeur le château et d'avoir sur ce château différents points de vue, donc de redécouvrir finalement le château au fur et à mesure que l'on se promène dans le jardin. Et ce jardin, il va être construit, et c'est l'une aussi des grandes caractéristiques de ces jardins à la française, de cet âge d'or des jardins à la française, c'est que le parc dans son ensemble, le jardin dans son ensemble est constitué comme le prolongement des pièces du château, à tel point que pour certains bosquets, on parle de chambres, on parle de pièces, et donc vous avez ces différentes pièces que l'on va aménager et ça va s'inscrire dans un château qui doit être d'une certaine manière le plus transparent possible et on va pouvoir avoir comme ça cet axe central dont je parlais tout à l'heure qui va traverser le château, qui va passer littéralement par son centre et donc avec les portes ouvertes ou des fois même avec l'absence de portes, on va avoir cette continuité entre l'avant et l'arrière du château. Ça, c'est vraiment
un point très important. Il va aussi faire en sorte d'aménager le château en fonction des chambres et de la vue qu'elles ont. Et par exemple, donc à l'époque, il faut savoir, dans tous les châteaux de France, vous aviez ce qu'on appelait la chambre du roi, c'est-à-dire que le châtelain était tenu d'avoir une pièce spécifiquement si jamais le roi de France venait à visiter son château ou venait à passer par là. Et donc la chambre du roi, elle donnait sur le parc, et face à la chambre du roi, eh bien André Le Nôtre va justement mettre un bassin en l'honneur du roi de France, voilà, avec une couronne. Et justement, ça, vous voyez comme ça qu'on a cette continuité entre le château et le jardin. Et on pourrait se dire, bon ben voilà, c'est l'aboutissement de cette incroyable carrière, de cette extraordinaire carrière de Monsieur Le Nôtre. On est quand même là, voilà, en 1656. Ça fait 40 ans, vous imaginez, ça fait 40 ans que André Le Nôtre travaille comme ça à travers la France, à travers le pays, pour aménager des jardins. On pourrait se dire, il est venu le temps de la retraite. Pas du tout. Il va y avoir un événement qui va bouleverser, il faut le dire, non seulement la vie de André Le Nôtre, mais également la vie du royaume dans son ensemble. C'est l'arrestation de Nicolas Fouquet, qui était donc surintendant des finances, son arrestation en 1661. Alors bon, c'est tout un épisode, on pourrait pratiquement en faire un épisode justement à part entière, avec le célèbre capitaine d'Artagnan qui va arrêter le surintendant, et dans le plus grand secret d'ailleurs, et donc Nicolas Fouquet va sortir du jeu politique. Alors, on dit souvent que Louis XIV fut humilié justement par la magnificence du château de Vaux-le-Vicomte. Il avait dit, en sortant d'une fête, je ferai rendre gorge à ces gens-là, parce que effectivement, avoir un château qui soit aussi magnifique, alors que quand même Nicolas Fouquet, il faut le rappeler, était l'équivalent de ministre des Finances. On pouvait se demander où il allait chercher cet argent pour aménager un château et un jardin aussi somptueux. Ça posait de graves problèmes, et on pouvait le dire, c'était peut-être Vaux-le-Vicomte constitue peut-être constitue vraiment une sorte de provocation, voilà, c'est le terme que je cherchais, une sorte de provocation vis-à-vis de Louis XIV. En tout cas, après son arrestation, on peut se demander, voilà, qu'est-ce qu'il a voulu faire, Louis XIV. Est-ce qu'il a voulu éclipser justement le prestige de Fouquet, c'est-à-dire sans chercher non seulement à raser, on va dire, Vaux-le-Vicomte, sans chercher à raser le château et son jardin? Est-ce qu'il a voulu construire quelque chose d'autre qui surpasse et l'éclipse totalement, ou est-ce qu'il voulait aussi s'inscrire dans l'héritage de son père? Bon, toujours est-il que dès 1660, donc c'est-à-dire légèrement avant l'arrestation du surintendant des finances, ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il avait déjà quelque chose en tête avant de prendre le pouvoir complètement. Je rappelle que le cardinal Mazarin, qui était le parrain et le tuteur, on va dire, de Louis XIV jusqu'à sa majorité, va mourir en 1661, l'année même où Louis XIV arrête Nicolas Fouquet. Et donc, le roi, lors de cette année charnière, il va commencer à entreprendre le remaniement du château de Versailles. Alors bon, vous savez certainement que le château de Versailles, à l'époque, c'était un modeste pavillon de chasse qui avait été construit par Louis XIII, donc le père de Louis XIV. Et là, l'idée, c'était pas vraiment juste de reconstruire juste un pavillon d'agrément ou un nouveau lieu de villégiature. Louis XIV voulait y construire le symbole matériel de son règne, c'est-à-dire un château et son jardin qui retranscrirait l'esprit du grand siècle et surtout l'esprit du roi Soleil. Et donc, il y aura toute une philosophie comme ça qui va imprégner la grande œuvre de Le Nôtre, qui est le jardin de Versailles,
et qui influencera plus largement l'ensemble des jardins à la française. Cette philosophie, c'est le classicisme. Alors, on va évidemment en parler, parce que c'est un point très important. Le classicisme, si on voulait le vulgariser, c'est un peu la Renaissance dans la Renaissance. Je dis cela parce qu'après la Renaissance, donc comme je le disais tout à l'heure, son retour à la Grèce et à la Rome antique, avec une sorte de référence comme ça à ce passé idéalisé, eh bien on va voir la rigueur et la pureté du style qui caractérisait ces arts renaissants qui s'étiolent petit à petit. Et à partir du milieu du XVIIe siècle, on va avoir un certain nombre d'artistes qui vont vouloir peu à peu s'émanciper de toute cette rigueur. Ça va être tout l'ensemble, tout le mouvement baroque notamment. Mais justement, à partir du milieu du XVIIe siècle, vous avez d'autres artistes qui vont vouloir rétablir le modèle antique, c'est pour ça que je parle de renaissance de la Renaissance, c'est parce qu'ils vont vouloir revenir, alors même que la Renaissance est passée, ils vont vouloir revenir déjà au modèle antique tel qu'on l'idéalisait, qu'il avait permis de faire cette Renaissance. Et donc lorsque Louis XIV prend véritablement le pouvoir en 1661, eh bien on est à la charnière entre ce mouvement baroque et ce qui va constituer le classicisme français, une philosophie dont le nôtre est, il faut le dire, tout imprégné. Et donc le jardin de Versailles, mais aussi celui des Tuileries, sur lequel va travailler le nôtre, et puis celui de Chantilly, dont je parlais tout à l'heure, ils vont constituer la forme la plus pure des jardins à la française. Et on va y retrouver évidemment toute la rigueur du classicisme, toute cette volonté de l'homme de dominer la nature sauvage, de la modeler à sa manière et de pouvoir la façonner d'une manière idéalisée. Voilà. Et je veux sur ce point faire un aparté parce que ce qui va se passer dans ce grand siècle est relativement intéressant par rapport à notre propre époque. Le grand siècle, il faut le rappeler, c'est celui de la monarchie absolue, c'est celui de la censure, c'est celui du conformisme, de la contrainte, de l'étiquette, et cela dans tous les domaines, hein. Évidemment, c'est pas que au niveau du domaine politique, vous le voyez évidemment qui transpire dans les arts. Vous ne pouvez pas dire n'importe quoi, par exemple, dans une pièce de théâtre. Ça, c'est évident, je pense que on s'en rend bien compte. Et pourtant, ce grand siècle, c'est le siècle de Racine, de Mansart, de La Fontaine, hein, il faut le rappeler, de Molière, de Poussin, de Madame de Sévigné, de Pascal, de Lenôtre. Bref, c'est un siècle d'une profusion des arts qui sont portés à leur paroxysme dans cette recherche esthétique et morale. Voilà, quand on prononce ces mots-là, ces noms-là, pardon, on se rend bien compte que on parle de grands artistes qui ont façonné ensuite, qui ont porté un héritage à travers les siècles jusqu'à nos jours. C'est pas juste quelques noms comme ça qui symbolisent ce siècle en particulier. Ils ont vraiment porté un héritage profond et une révolution dans les arts. Et donc, c'est quand même paradoxal qu'on soit à la fois dans cette profusion des arts, mais aussi dans ce siècle qui est vraiment assez contraignant. Et donc, je pense que c'est vraiment le point que beaucoup d'artistes contemporains ne comprennent pas, c'est que c'est bien la contrainte, et une contrainte qui est pas n'importe laquelle, hein, il ne faut pas que ce soit une contrainte totalitaire, mais une contrainte plongée dans nos racines, c'est ce qui permet la créativité dans l'art sans que celui-ci soit galvaudé. Parce qu'il ne suffit pas encore que l'art soit original, hein, on le voit bien aujourd'hui avec ce qu'on appelle l'art contemporain. Alors oui, c'est très original, oui, on n'aurait jamais pensé à scotcher une banane contre un mur, mais c'est quel apport pour les générations suivantes, quel apport par rapport à notre recherche d'élévation et de transcendance. Très peu. Donc
Voilà, c'est cet art enraciné qui va nous permettre l'élévation et qui va permettre à l'homme d'accéder à une certaine transcendance. Et je pense que c'est vraiment euh, la- la- l'intérêt de cette période par rapport à nous, notre propre parcours. Enfin, André Le Nôtre mourut en 1700. Euh, on voit que c'est quelqu'un qui aimait, qui aimait les chiffres ronds, les choses bien faites, hein. Il meurt pile à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe, après une carrière bien remplie, hein. Il faut se rappeler, hein, je le disais tout à l'heure, qu'il avait commencé ses études en 1620, donc ça fait 80 ans que Monsieur Le Nôtre travaille sur différents jardins à travers la France, donc c'est vraiment une carrière bien remplie. Et donc il faut se souvenir, hein, je pense aussi de cette belle citation de Saint-Exupéry: la mort du jardinier n'est rien qui lèse un arbre. Mais si tu menaces l'arbre, alors meurt deux fois le jardinier. Et c'est exactement ça, hélas, qui va attendre l'héritage d'André Le Nôtre. C'est-à-dire que voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Et ça va être l'âge fin de l'âge d'or, à partir notamment de la première moitié du XVIIIe siècle. Ça va être la fin de l'âge d'or des jardins à la française, cet arbre gigantesque que s'était échiné à planter Le Nôtre. Et voilà, on rentre dans une phase comme ça de déclin des jardins à la française. Et ce déclin va s'accélérer considérablement à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et en particulier, alors là, c'est l'apothéose, on va le dire, c'est le fond du gouffre, lors de la Révolution française. Et vous avez un autre style de jardin qui va se généraliser à travers le royaume, c'est le jardin à l'anglaise. Alors le jardin à l'anglaise, lui, se caractérise par une absence totale de symétrie et la volonté de retranscrire une forme idéalisée de la nature, mais que l'homme ne cherche pas à dominer, mais plutôt à lui laisser libre cours. Vous voyez, donc c'est là aussi un style qui est comment dire, qui incarne une certaine philosophie. Et cette philosophie, ce n'est plus évidemment le classicisme, c'est le libéralisme. Et voilà, il faut voir, je pense, dans ces différents parterres qui n'ont pas d'ordre apparent, dans ces prairies qu'on essaie de laisser pratiquement sauvages, eh bien, un désir d'émancipation qui est au cœur de toute une partie de la société française, hein, et qui va vraiment exploser lors de la Révolution française. Mais les jardins à la française n'ont pas dit leur dernier mot. Pourquoi? Eh bien, vous savez, on pourrait appliquer ce style en général et à l'œuvre de Le Nôtre cette phrase connue de Charles de Gaulle. Il disait: puisque tout recommence toujours, ce que j'ai fait sera, tôt ou tard, source d'ardeur nouvelle après que j'aurai disparu. Et je crois que c'est d'ailleurs à cela, à cette énergie retrouvée par les générations successives, que l'on peut déterminer ce qui fait une civilisation. Eh bien, à la fin du XIXe siècle et durant la première moitié du XXe siècle, eh bien, il va y avoir des ardeurs nouvelles, justement, pour remettre les jardins à la française au goût du jour. Et une fois de plus, comme pour le nôtre, eh bien, ce fut une histoire de famille. C'est-à-dire que vous avez deux jardiniers, le père et le fils, Henri et Achille Duchesne. Quand même, pour un nom de jardinier, c'est pas mal. Henri et Achille Duchesne, eh bien, ils vont s'évertuer tout au long de leur carrière à redonner aux grandes propriétés des jardins qui renouent avec le style classique, qui renouent avec la Renaissance elle-même, avec vraiment les racines de cette Renaissance. Et donc, en particulier, le fils, Achille, eh bien, il dessinera plus de 6000 jardins pour des propriétés, des parcs en France et même à l'étranger. Et donc, voilà peut-être la leçon que l'on doit retenir du jardin à la française. C'est que lorsqu'on trace une perspective, lorsqu'on pointe l'infini de l'horizon avec suffisamment de force et suffisamment de sagesse, on trace la route pour les générations successives, on dessine les plans d'une grande œuvre à bâtir par-delà les siècles pour que vive la France.
Et bien voilà, chers amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. C'est un exercice auquel je ne suis pas nécessairement habitué, hein. Vous l'aurez vu, il y a certainement, c'est sûr, il y a des points à améliorer, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc je pense que hein, c'est en forgeant qu'on dit en forgeron, donc on verra. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui sont poser la question de pourquoi se lancer dans cette affaire de podcast, parce que ça peut paraître un peu éloigné, même complètement éloigné de l'écriture. Hein. L'écriture, par définition, on n'est pas à l'oral. Et il me semble que quand même c'est quelque chose de très très complémentaire, parce que les écrivains, ce sont avant tout des conteurs, ce sont des gens qui racontent des histoires. Et on est quand même dans une société aujourd'hui où il y a une primauté de l'audio sur l'écrit. Je le vois bien là, rien qu'avec l'épisode pilote sur lequel pourtant j'ai pas communiqué, je l'ai pas partagé. Il y a déjà beaucoup de vues, c'est assez intéressant quand même de voir ça. Donc bon, après je comprends aussi, hein, c'est beaucoup plus simple d'arriver sur l'audio, d'écouter ça quand on est dans la voiture ou quoi que ce soit, plutôt que de se plonger dans un texte, de devoir être concentré. Bon, donc je pense que c'est deux exercices qui se nourrissent mutuellement et j'espère en tout cas que ça vous permettra de passer de l'oral à l'écrit et de vous plonger dans les différents textes que je propose. Donc justement, il y aura toujours la newsletter, ça je vous en avais parlé la dernière fois. La newsletter que vous pourrez trouver sur Substack, viviendestro.substack.fr. Vous pouvez aller rechercher ça. Et puis, lié à cette newsletter, évidemment, vous aurez toujours les nouvelles, donc des petits textes courts hein, qui permettent d'illustrer le propos. Voilà pour le podcast. Concernant mon actualité, hein, je vous tiens un petit peu au courant de ce qui se passe. Donc là, j'ai passé 2 semaines à Paris. C'était juste après les fêtes, donc c'était... c'était pas de tout repos, vous savez. Et vous savez, hein, les fêtes de Noël, on sort de là, on se demande si on s'est vraiment reposé. Et bam, vous enchaînez avec Paris, avec cette concentration de population, la circulation, les contraintes des transports, etc. Et puis surtout, moi, c'était l'occasion de revoir beaucoup, beaucoup de monde. Donc ça a été vraiment un très grand plaisir, notamment de voir des gens des fois que j'avais pas vus depuis plusieurs années. Ça, c'était vraiment un bon moment. Ça m'a permis aussi d'avoir des rendez-vous professionnels, je vais vous en parler, et d'avancer sur pas mal de sujets. Donc, c'était très intéressant. En particulier, le 16 janvier dernier, c'était ma conférence Comment rester sain dans un monde de fous que je donnais pour l'association Romulus et Rémus. Donc, si vous n'étiez pas là, pas de panique, je sais que ça vous traumatise, vous n'endormez pas la nuit de ne pas avoir pu assister à cette incroyable conférence. Écoutez, tout va bien. Vous pouvez retrouver la conférence dans son intégralité sur la chaîne Spotify Radio RR, donc comme Romulus et Rémus, et vous pourrez retrouver l'intégralité de la conférence qui fait à peu près une petite heure. En tout cas, moi j'ai trouvé ça très très intéressant, ce format de conférence, de pouvoir aller à la rencontre des gens, de pouvoir échanger avec eux. Vraiment, c'est un exercice assez plaisant, même si je vous assure que c'est assez stressant, hein, parce que il faut évidemment être au niveau, il y a un public qui est directement en face de vous. Quand vous êtes un peu long, vous voyez les gens qui bâillent. Donc évidemment il y a une certaine pression, mais bon, je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti pour une première fois. En tout cas, si vous écoutez cette conférence sur Spotify, je pense que vous pourrez vous faire une petite idée et puis me faire un retour évidemment. Donc ça, c'est vraiment un format que je veux généraliser et j'espère que j'en referai d'autres sous peu. Ça me semble être très, même du point de vue du business, hein, si on parle vraiment que de ça, pour un écrivain, pouvoir être directement aux prises avec les gens, c'est vraiment capital, quoi. Il faut sortir de l'isolement dans lequel on a tendance à se mettre sur les réseaux sociaux. Vous avez beaucoup de gens hein, qui ne comprennent pas pourquoi leur aventure littéraire ne fonctionne pas. Oui, si vous n'allez pas à la rencontre des gens, si vous restez sous le spectre, on va dire, des réseaux sociaux, c'est foutu, quoi. Alors que il suffit littéralement d'aller dans la rue. Hein. J'exagère, mais pas tant que ça, quoi.
Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Eh bien, le lendemain, non, le surlendemain, pardon, le 18, j'ai enregistré avec une podcasteuse dont je vous révélerai le nom un peu plus tard, quand tout sera bien calé. Un petit podcast, c'est une petite demi-heure, c'est pour présenter mon dernier roman, Poursuite du paradis. Donc voilà, on en a parlé extensivement. C'était là aussi une expérience assez intéressante et je pense que je renouvellerai cet exercice. Alors la difficulté, je vous avoue, c'est de trouver des podcasteurs qui soient motivés et qui veuillent avancer. Parce que j'imagine que ce sont des gens qui font ça de manière amateur. Hein. Il y a pas de, c'est pas, quand je dis ça, c'est pas comment dire, c'est pas une critique, mais c'est tout simplement qu'il y a une réalité, c'est que ils ont une vie à côté, ils ont des choses à faire, etc. Et moi-même aussi, hein, des fois sur certains sujets, j'ai pas le temps d'avancer. Et donc ça prend du temps. Donc c'est vraiment un travail sur lequel je veux m'investir et puis essayer de développer ça, des petites collaborations avec d'autres personnes qui créent du contenu. C'est assez intéressant. Mon passage à Paris, ça m'a également permis de rencontrer un éditeur. Alors là aussi, pour le moment, je tairai son nom. C'est un éditeur de mon point de vue très intéressant parce qu'on sort vraiment de l'édition classique et par rapport au positionnement et au sujet que je lui propose, donc un nouveau manuscrit, ça pourrait coller. Donc on va voir. Comme on en a parlé, le plus dur, c'est pas tant dans l'idée, c'est dans l'exécution de l'idée. Donc là, j'avance sur ce nouveau manuscrit. Ça portera a priori le nom de Mémoire du cardinal de Juvigny. Donc ce sera un thriller politique avec les mémoires d'un cardinal qui est devenu Premier ministre de la France dans un avenir proche. Donc voilà, je suis très 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 enthousiaste par rapport à tout ça parce qu'il y a une très très grande dimension théologique, il y a une dimension politique, il y a tous ces différents niveaux, vous voyez, qui se recoupent et ça va nous permettre, je pense, de parler de nombreux sujets qui sont dans l'air du temps, hein, clairement, et qui sont potentiellement aussi des blocages au sein de la société française. Donc je pense que c'est un sujet assez fécond. On verra sur quoi ça va aboutir. Moi, je pense terminer ce manuscrit a priori au mois de mars. Et donc, j'enchaînerai ensuite avec la rédaction du tome 3 des 100 fous, parce que vous êtes nombreux à attendre la suite. Pas de pression. Donc, voilà, rassurez-vous, c'est un tome qui est. Enfin, ça fait un moment évidemment que je réfléchis à la fin, parce que ce sera la fin, il n'y aura pas de tome 4. Et donc, voilà, ça fait un moment que je réfléchis à tout ça. J'ai réussi à trouver une fin qui me semble intéressante. Et donc, je rédigerai ça au printemps 2024. Voilà, que dire de plus? Écoutez, en ce moment, voilà, il y a beaucoup de travail entre ce podcast qui prend finalement pas mal de temps. On a l'impression qu'il suffit là d'enregistrer et c'est parti. En fait, non, il y a beaucoup de montage, il y a un travail sur le texte qui est assez considérable. Moi, je pense que ça me prend pratiquement une bonne journée si je cumule tout, peut-être un peu plus d'ailleurs, avec entre les recherches, la rédaction d'un texte, d'un script qui soit un peu intéressant, et puis l'enregistrement et derrière la mise en forme et la publication, ouais, c'est plus d'une journée, je pense. Donc c'est quand même considérable. Hein, c'est pas grave, j'avais une journée de libre dans ma semaine, maintenant j'en aurai plus. En tout cas, bon, ça vaut le coup, je pense que c'est intéressant. En tout cas, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que par rapport entre l'écriture, le podcast et puis les différents rendez-vous à droite à gauche, ce que j'essaie de faire aussi, c'est évidemment le développement commercial, hein, parce que quand on est écrivain, on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche, c'est bien dommage. Quoique pour l'eau fraîche, bon. Mais en tout cas, voilà, j'ai besoin de manger, comme on dit. Donc il y a un développement commercial à faire, c'est important. J'essaie de prendre des rendez-vous pour des salons, pour faire des conférences, pour faire des interviews, des choses comme ça. Donc c'est aussi très chronophage. C'est vrai qu'il y a un côté un petit peu ingrat parce que vous savez ce qu'on dit dans le business, c'est le winner take it all. C'est-à-dire, voilà, vous avez appelé Marc Lévy, c'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de bouger de votre chaise, on vient vers vous
Et enfin, j'imagine en tout cas, peut-être que je peux me tromper, mais on vient vers vous pour vous demander un interview, un entretien, faire un reportage ou quoi que ce soit. Et quand vous êtes au fond du panier, hein, parce qu'il faut le reconnaître, hein, moi je suis pas quelqu'un de connu, loin de là, et donc il faut se battre à chaque fois pour obtenir ces différents entretiens, pour se mettre en avant, etc. C'est considérable, mais ça fait partie du métier, et d'ailleurs je trouve que c'est assez complémentaire parce que comme dit, quand vous passez toute la journée, voire toute la semaine à travailler sur votre manuscrit tout seul, ça fait du bien quand même de pouvoir aller à la rencontre d'autres êtres humains. Non mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est vraiment très complémentaire, j'aime beaucoup ça. Justement, les prochaines dates, pour le moment, alors il y a des dates qui vont arriver plus tard, hein, le mois de mars et le mois d'avril notamment, il y a pas mal de choses, mais en tout cas pour le moment, le prochain rendez-vous sûr, ce sera à Saint-Denis-les-Bourgs, c'est une petite ville à côté de Bourg-en-Bresse, donc au nord de Lyon, pour un salon du vin, ce sera le 22 février. Donc écoutez, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer, ce sera l'occasion de boire un petit coup déjà, et puis aussi tout simplement de pouvoir vous revoir, d'échanger, voilà, c'est toujours un moment plaisant, c'est salon du vin, donc n'hésitez pas à passer. Également, je travaille sur un projet de conférence pour les Lyonnais. Donc là, rien de sûr encore. J'ai la conférence, hein, parce qu'il s'agira à nouveau de comment rester sain dans un monde de fous, que je vais redonner très certainement. Le seul obstacle pour le moment, c'est de trouver un local. Donc j'ai quelques options en tête. J'ai une amie qui m'aide sur ce sujet. Je lui passe le bonjour, d'ailleurs elle se reconnaîtra. Et donc voilà, on va voir un peu comment ça va se mettre. Voilà, voilà. Je vous rappelle également que vous avez la possibilité de poser des questions sur ce podcast par rapport au sujet traité ou bien tout simplement à mon aventure littéraire, au métier d'écrivain, à l'aspect business aussi, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Ce que je vais faire pour faciliter justement les échanges, c'est que je vais poster très certainement une semaine avant, je vais voir, il faut que j'arrive à caler ça, un post sur LinkedIn et sur Facebook et sur Instagram, je pense, avec un post posez vos questions. Donc en commentaire, vous pourrez poser vos questions justement, et je tâcherai d'y répondre de la meilleure manière. Voilà, eh bien écoutez, je vous retrouve pour un nouvel épisode d'ici 2 semaines, je pense. Je pense pas précipiter non plus la sortie d'un épisode 2 parce que c'est quand même beaucoup de travail. Voilà, je mettrai en avant un grand personnage de la petite ville de Saint-Chamond. Alors, si vous ne savez pas où c'est entre Saint-Étienne et Lyon. C'est la petite ville à côté de laquelle je me trouve, ou plutôt à côté de laquelle je vais me trouver là pendant à peu près un mois. Et écoutez, j'ai fait une découverte assez intéressante, une belle épopée industrielle, et je vais vous la partager. Voilà. Et bien écoutez, à bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.